Au cours de tes pérégrinations dans le monde de l'art, tu es certainement tombé sur ces artistes qui se prétendent en contradiction avec l'art académique. De ce fait, on connaît bien ce que font ces artistes dissidents. Mais on ne sait finalement rien de ce qu'est cet art académique, et même ce qu'est l'académie tout simplement. Alors je te propose aujourd'hui d'y jeter un œil. Pour suivre l'exemple des académies italiennes créées au XVIe siècle, l'Académie royale de peinture et de sculpture fut créée en 1648 en France, suite à l'initiative du peintre Charles Lebrun et du ministre Jean-Baptiste Colbert. Le but de cette institution est simple, fournir un enseignement de qualité aux artistes. Mais évidemment, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Il y a une stratégie derrière cela. D'abord, on peut contrôler la création artistique, en conformant les artistes à une pensée, la pensée académique. Ensuite, on a une emprise directe sur les artistes qui avant étaient réunis en corporation. Ces dernières n'étaient pas contrôlées directement par le roi. Il faut savoir que certains artistes aussi abusaient du titre de peintre du roi, un titre honorifique qui distingue les peintres de prestige. Ainsi, ils s'attiraient des commandes importantes et s'enrichissaient, alors que leurs œuvres étaient souvent médiocres. Enfin bon, vous aurez compris que le but de l'académie est surtout d'éviter ce genre d'arnaque, en contrôlant mieux les peintres, que ce soit au niveau de leur statut, de leur culture, ou de leur manière de créer. Pour conformer ces artistes, l'académie institua des principes auxquels devaient se plier. Premièrement, privilégier le travail en atelier plutôt que le travail en plein air. Le travail en plein air était réservé essentiellement pour étudier les motifs et esquisser. Deuxième principe, approfondir l'étude du nu, de l'anatomie humaine. L'être humain était considéré comme la partie la plus importante de l'œuvre. À ce moment, on ne peut même pas concevoir d'œuvre sans être humain, à quelques exceptions près, comme la nature morte ou le paysage. De ce fait, l'artiste doit parfaitement étudier l'anatomie des modèles et des sculptures antiques. Mais il ne doit pas se contenter de figurer le corps de manière réaliste, il doit l'idéaliser à la manière des œuvres antiques. Cela nous mène au troisième principe. L'artiste doit imiter les anciens et imiter la nature. On peut considérer ces anciens comme nos classiques contemporains. Ce sont des artistes reconnus dont leurs œuvres nous servent d'idéaux à atteindre. Par exemple, la stature grecque antique. C'est en étudiant et en imitant ces anciens que l'artiste apprend à voir et à imiter la nature, de manière idéalisée certes. Ce point suscita une querelle au sein de l'académie, alors permettez-moi d'ouvrir une courte parenthèse. La querelle des anciens et des modernes anima la fin du XVIIe siècle, et toucha la plupart des sphères artistiques, mais surtout la littérature. Elle opposa les défenseurs de l'art antique, les anciens, à ceux de l'art plus contemporain, les modernes. Les anciens veulent garder l'art antique comme modèle de création artistique, alors que les modernes sont plus partisans de l'innovation, et considèrent les créations actuelles comme équivalentes aux créations antiques. Voilà un bien beau débat digne d'un sujet de philo. En tout cas, nous avons du côté des anciens, La Fontaine et Racine. Et du côté des modernes, Corneille et Charles Perrault. Cette querelle soulève le problème du progrès en art. Pour les anciens, c'est simple, la perfection a été atteinte durant l'Antiquité, on ne pourra jamais l'atteindre de nouveau. Bref, c'était mieux avant. Alors que pour les modernes, l'art se perfectionne avec le temps, et cette amélioration rend les artistes contemporains supérieurs à leurs prédécesseurs. La querelle se prolongea jusqu'au XVIIIe siècle, où la balance pencha pour les modernes. En bref, cela a surtout permis de faire rayonner l'excellence de l'art français. Quatrième principe, il faut affirmer la supériorité du dessin sur la couleur. En effet, c'est le dessin qui structure l'œuvre et non la couleur. De plus, le dessin est fondé sur la géométrie et la perspective, et c'est l'emploi de ces sciences qui permettait de considérer la peinture comme un art intellectuel. La couleur n'est que secondaire, mais tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Allez, c'est reparti pour notre querelle. La querelle du coloris est amorcée par Roger de Pile, un théoricien de l'art, et son ouvrage Dialogue sur le coloris, paru en 1673. Dans cet essai, il critique Nicolas Poussin, l'artiste classique et académique par excellence, et sa mauvaise maîtrise des couleurs. De Pile critique la froideur statique des sujets de Poussin qui répondent si bien au canon académique. Ensuite, il l'oppose au maître flamand Rubens. C'est ainsi que les deux parties de cette querelle vont s'appeler d'un côté les poussinistes, pour les défenseurs de Poussin et de la supériorité du dessin. Ceci étant mené par André Félibien, théoricien et architecte. A l'opposé, ce sont les rubénistes, en référence au peintre Rubens. Ces derniers ne cherchent pas à montrer que la couleur est supérieure au dessin, mais qu'elle est tout aussi importante. Finalement, les rubénistes eurent le dernier mot lorsque Roger de Pile fut reçu comme membre de l'Académie. Ainsi, cette victoire de la couleur permit de voir émerger des peintres coloristes au XVIIIe siècle, tels Watteau, Fragonard ou Boucher. Cinquième principe, réaliser des œuvres achevées. Pour que le tableau ait l'air fini, on ne doit pas avoir la touche du peintre, le coup de pinceau, et la facture doit être lisse. En gros, si je prends cette œuvre de Van Gogh, elle ne sera pas considérée comme terminée, selon l'Académie, puisqu'on voit la touche et que ce n'est pas lisse.
Voilà, ça c'est terminé. Sixième et dernier principe. Le peintre doit respecter la hiérarchie des genres. Cette hiérarchie fut énoncée par André Félibien en 1667 et classe les œuvres par les sujets qu'elles figurent. Tout en bas, il y a la nature morte, c'est le genre qui demanderait le moins de connaissances au peintre. Il peint ce qu'il y a devant lui et comme ça bouge pas beaucoup, ça demande pas beaucoup d'efforts. Au-dessus, il y a le paysage, puis le portrait. Au-dessus, la scène de genre, des scènes tirées de la vie quotidienne. Enfin, la peinture d'histoire qui regroupe les œuvres qui ont pour sujet la mythologie, les scènes religieuses ou les scènes historiques. C'est le genre le plus prestigieux, car il éduque le spectateur et transmet une morale. En parallèle à cette hiérarchie des genres, on a une hiérarchie des formats de l'œuvre. Les plus petits seront réservés à la nature morte, alors que les plus grands seront réservés à la peinture d'histoire. Ce dernier principe ne fait pas l'objet de querelles, mais il fut bien chamboulé durant le XVIIIe siècle, notamment avec Chardin qui redonna toute la noblesse à la nature morte suite aux critiques de Diderot. Et il y a aussi cet engouement autour du paysage que l'on rapproche au pré-romantisme. Ensuite, dans le programme vient l'enseignement académique dispensé par l'école des beaux-arts. Évidemment, on y retrouve des cours de géométrie et d'anatomie, afin de parfaire l'artiste dans ses figurations. Les cours d'anatomie s'appuyaient sur la statuaire antique et sur les modèles, mais aussi sur la dissection de cadavres. Ensuite, on a les cours d'histoire et de littérature. Bah oui, il faut bien que les artistes aient une culture consistante, afin de maîtriser la représentation de telle ou telle scène mythologique, religieuse ou historique. Comme beaucoup d'enseignements, l'aboutissement de l'artiste est jugé à travers des concours, qui lui permettront d'enfin intégrer l'académie. Le plus prestigieux de ces concours est le prix de Rome. Une fois celui-ci remporté, l'artiste avait droit à un séjour en Italie pour étudier les grands maîtres de l'art. Et il était certain de pouvoir aisément vivre de son art. Enfin bon, il faut préciser que ce genre d'honneur était réservé aux meilleurs, et les 3/4 des artistes qui rentrent dans l'académie, en formation, ne parvenaient pas au bout de ces concours. Par la suite, les artistes académiques pouvaient être exposés au sein des salons, être exposés au public, ce qui est plutôt intéressant pour obtenir des commandes. Suite à la Révolution française, l'académie est nommée Académie des Beaux-Arts depuis 1803. Puis elle fut rattachée à l'Institut de France, auquel elle fait partie encore de nos jours. Le côté dirigiste de l'académie fut rapidement critiqué, l'art académique stagne, et finit par sentir le renfermer. À cela s'oppose la modernité que décrivit Baudelaire en 1860. La modernité c'est le fugitif, le transitoire, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié l'éternel et l'immuable. La création artistique est toujours en mouvement et ne peut stagner. Concernant l'influence de l'académie, elle connut un long déclin le long du 19e siècle, jusqu'à la montée des arts avant-gardistes de la fin du 19e au début 20e, qui finirent de l'achever. Aujourd'hui, l'académie est bien différente de celle d'antan et permet plus de liberté aux artistes, mais son rayonnement n'est plus aussi fort.